vous est présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Vous êtes sur la route des vacances, ou déjà au bord de la piscine, un pied verni de rouge négligemment trempé dans l'eau. Vous revenez de la plage, votre tote bag sur l'épaule, Proust et Harlan Coben dedans, mais vous n'avez ouvert que le deuxième. Vous êtes en train de préparer l'apéro, vous versez le spritz dans les verres, déposez les olives dans un bol. Il fait encore 31 degrés dehors, et les climatologues ont déjà prévenu que de telles vagues de chaleur risquaient de devenir la norme à l'avenir, sous l'effet du réchauffement climatique. Heureusement, il restera toujours les podcasts, les histoires d'amour, de famille, de filiation. Quel lien existe-t-il entre un père et sa fille ? Comment peut-il perdurer au-delà des mensonges et malgré les silences ? Voici l'histoire de Pauline. C'est Alexandre Moniol qui est allé la rencontrer. Je grandis avec mon père et ma mère jusqu'à mes 5 ans. Lorsque ma maman m'annonce qu'on va partir au bord de la mer, s'installer chez ma grand-mère, qui a une maison là-bas. Et moi, je comprends pas bien sur le coup qu'ils se séparent. Je me dis juste, trop cool, au bord de l'eau, trop bien, je vais me faire des copains, je vais faire de la voile, enfin, ça va être trop cool. On est en 2000, j'ai 9 ans, j'ai papa au téléphone, j'ai hâte qu'il arrive et il devait arriver depuis environ 1 heure ou 2, il est toujours pas là. Et donc je l'ai un peu fébrile au téléphone parce que moi je m'attends à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre et que quand on a cet âge-là, eh bien on comprend pas vraiment les distances. Lui il habite à Paris, moi maintenant je suis à Nantes, donc 2 heures de train. Et il me dit, j'ai pris mon billet, mais je pense qu'en fait, je vais prendre le train suivant. Et moi, je lui fais confiance, alors j'attends, et puis 2 heures après, on est devant la gare, et puis il est toujours pas là, et on n'a pas de smartphone à ce moment-là. Donc je rentre avec maman en voiture, je suis toute déçue. Et puis j'essaye de rappeler papa, et il répond pas. Il répond plus tard dans la soirée, alors que moi, je suis dans ma chambre, et ma mère me relate le coup de téléphone. Il lui dit, écoute, il y avait plus de train, voilà, j'ai pas réussi à monter dans un train, j'arrive demain. Et c'est comme ça tout le temps à ce moment-là. Sa mécanique, c'est toujours d'arriver le lendemain. Il n'est pas capable d'arriver le jour même. Sorte de blocage, il arrive toujours le lendemain. C'est comme ça qu'on se retrouve quasiment chaque année à l'attendre le 24 au soir avec le truc un peu morbide de l'assiette et de la petite serviette en papier toute chiffonnée. Et puis il n'est pas là, il arrive forcément le 25. Alors qu'il promet d'être là avant le dîner et à l'ouverture des cadeaux. Moi, je pleure quasiment à chaque fois. Avec mon père, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je suis fille unique. Je suis très choyée malgré tout. Mais il existe une sorte de barrière un peu invisible entre mon père et moi, qui est due au fait qu'on se voit très peu de fois dans l'année. Et je le sais, il m'aime énormément. Il parle de moi à tout le monde. Et c'est adorable quand j'entends les gens parler de ça. Oh là là, sa fille. Sauf que devant moi, il ne sait pas exprimer ça. Il est très pudique, il dit jamais je t'aime, il me prend pas dans ses bras. Et donc on reste un peu sur ces rendez-vous manqués entre un papa qui se déplace peu de fois par an, qui voit sa fille et puis qui repart. Mon père est quelqu'un qui retient l'attention. On le voit arriver. C'est quelqu'un qui fait énormément rire, il a une finesse d'esprit qui est géniale et donc c'est le genre de personne avec qui on a envie d'être pote. Il a vraiment un aura. Il est toujours très apprêté. Je me souviens très bien, ses polos, ses Fred Perry, ses costumes, ses Saint-Laurent, ses chaussures, c'est toujours avec des embauchoirs. Il a toujours une jolie montre, sauf qu'au fur et à mesure des années,
alors qu'il devrait aller chez le dentiste, un peu comme tout le monde, pour faire son petit détartrage une fois par an. Eh bien, il n'y va pas. Ma mère, lorsqu'ils étaient encore ensemble, lui disait « Mais Philippe, soigne-toi, soigne-toi !» Il avait des rages de dents, il galérait, il avait la joue gonflée avec le petit ruban là en forme œuf de Pâques. Sauf qu'il faisait rien. Non, ça passera avec le Doliprane, ça passera avec l'ibuprofène. Évidemment, ce qui devait se passer arrive progressivement, c'est qu'il perd ses dents, ses super bonnes dents. Et lorsque j'ai 15 ou 16 ans, il n'a plus déjà que la moitié de sa dentition. Et puis un jour, je suis en ville et je vois ma copine Margot et je la croise, je suis avec mon père. Et c'est terrifiant, mais je me souviens me mettre derrière Margot et lui faire de grands signes en lui disant « Ferme la bouche quand tu parles, ferme la bouche ». Ça me fait de la peine qu'on voit mon père de cette manière-là, alors que moi, je trouve tellement génial que j'ai envie que ça transparaisse et pas qu'on retienne ça de lui. Tiens, le monsieur sans dents, quoi. Enfin, avec la moitié. En 2011, je m'installe à Paris pour faire mes études et je choisis un quartier qui est proche de celui de mon père. On est hyper content de se retrouver, d'être enfin dans la même ville parce que ça fait depuis l'âge de 5 ans que moi, j'ai pas été dans la même ville que mon père. Et donc à ce moment-là, j'habite dans une toute petite chambre de bonne au 5e étage. Dans mes souvenirs, il y a 10 mètres carrés. À l'intérieur, il y a mes toilettes, une douche, ce qui fait qu'il me reste 8 mètres carrés habitables. Et je dors en mezzanine. L'été, c'est horriblement chaud. Et l'été de 2011, je sais pas si vous vous souvenez, mais alors la canicule est particulièrement hardcore. Je me souviens de 36-37 degrés. Et moi, je suis littéralement en train de fondre au 5e étage. Et mon père part une semaine faire du sport au bord de la mer. Et je lui dis « Ah, mais trop cool, papa, s'il te plaît. Passe-moi tes clés, que je puisse un petit peu me reposer chez toi ou du moins me rafraîchir parce que moi, j'en peux plus. Mon Dieu, je suis sur ma mezzanine. J'en peux plus, il fait trop chaud. Et il commence à me dire « Ah non, mais tu sais, c'est plein sud, hein, l'appartement. C'est horrible aussi pour moi, il fait hyper chaud. Non, t'es mieux dans ton appartement. » Moi, ça me semble aberrant puisque l'appart de papa fait 54 mètres carrés. Donc, j'essaie de creuser. Je lui dis, écoute, au pire, j'ouvre les fenêtres, quoi. Mais enfin, même les fenêtres ouvertes, ton appartement, papa, il est clairement mieux que le mien, malgré tout. Non, mais tu sais, c'est compliqué. En ce moment, il y a des travaux à côté, il y a du bruit en permanence. Écoute, non, vraiment, je sais mieux que toi, tu seras pas bien, tu es mieux dans ton appartement. Et je suis vexée, et puis je suis heurtée aussi je suis sa fille et il veut même pas me passer les clés de son appartement, mais pourquoi ? Et donc j'essaye de creuser et de le foutre dans ses retranchements parce que papa, à chaque fois, il a un super contre-exemple et une super explication plausible et je détruis une à une toutes ces explications. Et puis à un moment, j'entends sa voix, une sorte de vérité, une voix de cave qui sort et je l'entends murmurer au téléphone « Écoute, je peux pas, voilà. Je peux pas. » Il y a une frontière qui est invisible entre nous deux. On s'aime énormément, on est très complices. Mais le fait qu'il me laisse pas le voir dans les moments où il est juste hyper relax, hyper détente, complètement lui-même en fait, parce que son appartement, c'est son jardin secret. Et si on me laisse pas rentrer là-dedans, j'ai l'impression que je suis qu'on m'aime pas assez pour m'offrir la totalité de ce que l'on est. Début 2012, au moment des vacances de février, quelque chose comme ça, à ce moment-là, avec papa, on se voit plusieurs fois par semaine. On est super proches et lorsqu'on se voit pas, on s'envoie des textos, des conneries, des articles sur le web. « T'as pas regardé tel truc et tout ». Et puis du jour au lendemain, j'ai plus de réponse, ni à mes SMS, ni à mes coups de téléphone, ni à mes emails. Je commence à m'inquiéter évidemment. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ok, toujours pas de nouvelles de lui. Moi, ça fait des années que je suis pas retournée dans son appartement, j'ai même plus le code de la porte d'entrée en bas. Donc j'ai aucun moyen de le contacter autre que les réseaux sociaux.
Je vais jusqu'à un samedi après-midi où je me dis, bon bah ok, je vais me mettre devant sa porte et puis je vais attendre. Sauf que on n'est pas en juin, je commence à avoir super froid. Je vois les gens qui défilent et puis lui, il est toujours pas là et je me sens humiliée d'en arriver à ce stade-là et je me dis, ok, c'est bon, ouais, il va pas me contacter, j'arrête de le contacter de mon côté, je fais ma vie. Et puis 1 mois et demi après, ou voire 2 mois même, boum, coup de téléphone, papa. Je réponds et j'explose en sanglots alors que j'avais réussi à tout contenir. Papa, mais pourquoi? Et lui a une voix tout penaud de son côté, vraiment le petit enfant de 9 ans qui est mis au coin et qui me dit, est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve dans un café et qu'on en parle? Le rendez-vous est pris. On se met à la terrasse d'un café et évidemment, dès que je le vois arriver, la moitié de ma colère s'est dissipée. Je fais genre pour la forme, j'essaye de serrer un peu les lèvres, mais enfin voilà, j'ai retrouvé mon père. Je suis tellement soulagée qu'il ne soit pas en colère contre quelque chose que j'aurais fait ou que j'aurais pas bien compris. Je me suis tellement remise en cause que voilà, ça me rassure de le voir là devant moi, assis avec son petit ristretto, comme d'habitude. Et il me dit, écoute, j'ai eu de gros soucis professionnels et dans ces cas-là, moi, mon truc à moi, c'est de me replier sur ma coquille. Février 2015, ça fait déjà au moins 2 mois que mon père prend des pastilles pour la gorge et que je lui dis, mais papa, va chez le médecin. Sauf qu'un peu sur le même principe que les dents, mon père, il va pas chez le médecin, il va à la pharmacie, il fait ça va passer. Et puis malheureusement, le jour où il va chez le médecin, quelque chose auquel on s'attendait un petit peu parce qu'après 3 mois de mal de gorge et un papa qui fume énormément, bim, cancer de la gorge. Des cordes vocales pour être précis. Il est courageux et surtout il a un but, il veut rester là pour nous, il nous le dit. 9 mois après, le message qu'on attendait avec tellement d'impatience. Moi, je me souviens, je le reçois, je suis à la cafétéria avec mes copines collègues et je hurle « C'est bon les filles, elles ont tout suivi, tout le monde hurle « Ouh, trop cool !» Mon père est en rémission. Mon Dieu, le truc que j'attends depuis 9 mois est enfin là. Et puis 2 mois plus tard, il se fait opérer des nodules, ce qui est un peu effrayant. Je me dis « Mais attends, il est en rémission et puis qu'est-ce qui se passe ?» Apparemment, c'est quelque chose de très courant. Voilà, il y a des petites cellules cancéreuses qui se retrouvent dans quelques ganglions. C'est pas grave, ça s'opère. Moi, j'essaie d'être vraiment partie active de sa maladie, sauf qu'il me met toujours un peu à la porte d'entrée. C'est bon, je gère. Je ne vais jamais le voir à l'hôpital. Et sur le coup, je le prends comme une façon d'être une pudeur et puis une fierté. J'ai pas envie qu'elle me voie en position de faiblesse. En septembre, mon père doit faire des analyses. Nous, on revenait tout bronzés de notre semaine en Savoie. On était sur une bonne lancée. Et moi, je rentre à Nantes voir ma mère, qui me prépare un super petit plat. On déjeune ensemble et maman me dit « Écoute, ma petite chérie, le cancer de papa est revenu. » Mon père doit commencer la chimio en octobre. Et ça prend un peu de retard comme la première fois. Et j'ai eu tellement l'habitude d'être un peu mise de côté de sa maladie que je lui demande des nouvelles régulièrement sans vraiment m'intéresser plus à la chose, plutôt m'investir à 100%. Il me dit que ça lui prend du retard. Bon, d'accord, ça lui prend du retard. Mon père me rassure, c'est les mêmes médecins que la première fois, ça va être la même procédure, ça va aller. Et donc les mois passent comme ça. Et de temps en temps, il me dit « Écoute, je vais avoir une chimio la semaine prochaine, donc pendant 1 semaine, je suis off dans ma grotte. » Et je le connais, la première fois, il faisait la même chose, donc je le laisse tranquille, sans plus essayer de creuser la chose. Et un mardi matin, il est 9h, je pars au travail, je suis au métro Passy, et je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Et je réponds jamais au numéro que je connais pas parce qu'à chaque fois,
c'est des gens qui se gourent ou c'est des numéros surtaxés et ça m'agace. Sauf que cette fois-ci, au deuxième coup de fil, j'ai un sort de pressentiment vraiment bizarre. Je sens qu'il faut que je décroche. Je décroche. Et là, j'entends la voix d'une femme à l'hôpital qui me dit « Madame Grisoni, votre père est arrivé à l'hôpital. Il ne veut pas se faire opérer. S'il ne se fait pas opérer, Madame Grisoni, il ne va pas se réveiller. Vous comprenez, il ne va pas se réveiller. S'il vous plaît, parlez-lui, il faut lui faire changer d'avis. » Moi, j'explose en sanglots, c'est la panique, c'est le cœur qui bat la chamade. J'ai l'impression que je vais faire un malaise vagal. Et j'entends à l'autre bout du fil quelqu'un qui s'étouffe, c'est effroyable. Et je pleure et je fais « Papa, papa, je t'aime, pitié, pitié, fais-toi opérer. Pour nous, on t'aime, on est là, on te lâche pas, mais s'il te plaît, fais-le pour nous. » Je descends du métro, j'arrive dans la rue, je suis complètement hagarde. J'ai l'impression que c'est une scène de film, tout le monde me regarde, je suis en train de hoqueter, personne ne vient me voir, genre mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Besoin d'un mouchoir? Vous voulez qu'on s'assied? Mais non, les gens me regardent juste bizarre et tout le monde s'écarte un peu de moi. Et puis, parce qu'on est encore une fois dans une scène de film, il commence à pleuvoir à torrent. Moi, j'ai pas de parapluie, donc j'essaye de m'abriter à côté du Porsche, le Porsche qui a l'air le plus confortable. Je me commande un Uber et je m'assieds là en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand j'arrive à Saint-Antoine, à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est la première fois que je mets les pieds dans un hôpital depuis peut-être que j'ai 14 ans et que je suis allée voir ma mamie. Voilà. On me conseille de prendre tel ascenseur et de descendre au -3. Et ça ressemble à une cave ou un parking un peu lugubre, un parking qui n'aurait pas encore été refait et qui n'a pas encore la petite musique classique pour mettre l'ambiance. C'est hyper glauque. Il y a des tuyaux qui sortent des murs, il y a des signalisations, vraiment comme dans un parking, quoi. J'arrive devant une salle et c'est la salle de réanimation. Et là, un médecin m'interpelle et fait « Mademoiselle Grisoni ?» Je le regarde, oui, c'est moi, je viens voir mon père Philippe Grisoni. Et là, il me dit « Oui, patientez, j'appelle ma collègue infirmière et on va discuter ensemble. » Et en fait, ce qu'on m'apprend, c'est que mon père, avant de appeler les pompiers, et avant de ne plus pouvoir parler, a fait « Pauline, Pauline, Pauline ». Mais lorsqu'il reprend conscience et qu'on lui tend un carnet pour qu'il puisse écrire quelque chose, il dit « Mais Pauline, moi, il était hors de question que je ne me fasse pas opérer parce que pour moi, c'était tellement important de te voir, de te parler et que je t'explique tout. » Mon père, puisqu'il a été amené par les pompiers, évidemment, on n'a pas eu le temps d'amener son dossier médical avec lui. Dieu merci, il passe les 48 premières heures et on l'amène dans une chambre. Donc on remonte des 3 étages pour arriver au rez-de-chaussée. Il a une chambre à lui et lorsqu'on va le voir, un médecin regarde ma mère et moi et dit « Mesdames, est-ce que je peux vous parler? On a reçu le dossier médical de Monsieur Grisoni. Voilà, faut qu'on parle. » Il nous fait nous asseoir et il nous dit « Voilà, Monsieur Grisoni a décidé de ne pas suivre son traitement de chimio. J'ai son dossier devant les yeux. Il devait avoir une poursuite du traitement en palliatif ces derniers jours. Il a décidé de ne pas le faire. Voilà, est-ce que vous étiez au courant de ça, etc. » Et nous, évidemment, on lui dit « Mais absolument pas. On n'a jamais discuté, ça n'a jamais été même une option. On n'a pas eu notre mot au chapitre. » Voilà, on est un peu devant le fait accompli. Il aurait dû avoir 4 mois de traitement. D'ailleurs, c'est ce que je pensais, qu'il avait 4 mois de traitement. Et en fait, il n'est jamais
repassé à l'hôpital. Il a eu un rendez-vous manqué, puis 2 rendez-vous manqués, et puis il est juste tout simplement pas revenu. Il a pris cette décision-là de vivre sa maladie de son côté, seul, de marcher seul, quoi. Bon, on est là, Dieu merci, on peut encore lui parler et on a encore des choses à se dire et évidemment, on a tellement de choses à se dire. Lorsqu'on arrive dans la pièce, c'est très touchant, c'est qu'il me prend la main, il me la serre fort. Oh, c'est vraiment unique comme sensation. Il me regarde, il montre le carnet, il veut prendre le carnet, il veut parler parce qu'on vient de lui faire une opération, une trachéotomie, et il peut pas encore parler. Donc il prend le carnet, il écrit « Je suis désolée, je pouvais pas faire autrement, j'espère que tu me pardonneras ». Et ça me fait pleurer. Ça me fait pleurer, je le regarde, je suis mais enfin papa, écoute, c'est comme ça, moi je t'aime comme ça, c'était ta décision, c'était ton choix, c'était pas le nôtre. Chacun sa voix, hein. Toi t'as décidé ça. Et puis il se retourne vers maman et il a un côté hyper pragmatique avec ma mère qui considère un peu comme le nouveau chef de famille. Et il fait « Sois-y, il faut que tu récupères les clés de l'appartement auprès des pompiers, il faut que tu rentres dans l'appartement, il faut que tu réunisses des papiers, je n'ai pas de sécurité sociale. » On galère à récupérer ces clés qui apparemment ont été envoyées dans un autre hôpital, etc. Nous, on fait des allers-retours. Les personnes qui sont censées savoir où sont les clés ne le savent pas forcément encore. Sauf que c'est urgent. Mon père n'a pas de sécurité sociale, en fait. Et il va falloir qu'on rentre dans l'appartement coûte que coûte. Ma mère contacte la voisine et lui explique la situation. Et elle lui demande « Madame, est-ce que je peux passer par votre balcon pour atteindre l'appartement ?» Ma mère rentre par le balcon. Moi, je suis chez moi à ce moment-là. Donc, elle passe d'un balcon à l'autre en mode MacGyver. Elle casse la vitre comme dans les films. Elle rentre. Et là, mais alors, les bras lui tombent. Là, c'est le choc. Moi, je suis chez moi pendant que ma mère rentre dans l'appartement et j'attends de ses nouvelles. Et je reçois un SMS de ma mère. Je l'ouvre et ça me dit « Ma petite chérie, écoute, faut que tu te prépares. L'appartement de papa va être extrêmement déstabilisant pour toi. Prépare-toi, mais je t'attends. » J'arrive devant l'appart. La porte de l'appartement est ouverte, donc j'ai juste qu'à la pousser. Et là, la première chose qui me prend, c'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je sens. Ça sent le tabac froid de façon violente. C'est une sorte de claque qui m'arrive sur la gueule. J'entrouvre la porte et là, je commence à voir un amoncellement de sacs posés par terre dans l'entrée, une entrée tout en longueur, si bien que j'ai du mal à passer et sur le coup, je me dis maman a dû rassembler des affaires et elle a tout mis dans l'entrée, quoi. Et là, je comprends qu'en fait, c'est la situation permanente. J'arrive dans le salon et il y a presque plus d'espace pour mettre ses pieds. Il y a d'abord cette vision d'une planche à repasser avec énormément de vêtements dessus, mais aussi des papiers, des magazines, une assiette avec une fourchette à l'intérieur. Et puis sur le canapé est recouvert de livres, les fauteuils aussi. Il n'y a rien pour s'asseoir dans cette pièce-là. Tout est par terre et tout est n'importe quoi en fait. Des choses qui ne devraient pas être à leur place. Il y a un vase, il y a des livres, il y a des fringues, il y a des prospectus partout à perte de vue. Il y a une vitre cassée avec un bout de carton pour la réparer. Ma mère a les yeux rouges, elle me dit « Écoute, je suis arrivée, j'avais l'image de l'appartement que j'avais quitté, un appartement qu'on avait décoré ensemble, que j'avais décoré surtout moi, j'avais essayé d'y mettre du cœur. Et ça me crève le cœur de voir ça et surtout ça me crève le cœur de voir que papa a pu vivre dans ces conditions-là. » Sur la table, ce qui reste de table, parce qu'on voit rien, il y a une sorte de montagne de courriers et la particularité, c'est que ce sont que des courriers fermés. On prend tout, on embarque tout et on part vite parce que c'est oppressant comme endroit et
Waouh, j'ai les larmes qui montent et puis l'évidence en fait. Et c'est tellement violent que sur le coup, c'est un peu le même principe qu'un immeuble. Vous savez qu'on dynamite là, on met de la dynamite à la base de l'immeuble et puis tout s'écroule. Quand je découvre ça, je reviens à l'hôpital le lendemain et sincèrement, ça peut paraître fou, mais je suis soulagée. Je t'en veux plus, papa, je comprends en fait, je comprends que tu ne me laissais pas rentrer, pas parce que tu m'aimais pas assez pour t'intégrer à cette partie-là de ta vie. Tu m'aimais trop, en fait, et t'avais peur de me perdre en me disant la totale vérité. Et maintenant que je sais tout, mais j'ai encore plus envie de t'aimer parce que c'est touchant de voir les faiblesses des gens aussi. C'est ça le vrai amour, c'est voir les faiblesses de l'autre et aimer la personne malgré tout. On est allé voir le notaire. Il nous explique qu'en fait, il existe un syndrome, si ce n'est une maladie, qui s'appelle la silogomanie, je crois que je prononce bien. Et c'est le principe de personnes qui accumulent, qui ont du mal à jeter, qui ont du mal à faire de l'espace dans leur intérieur, parce qu'elles déversent une partie de leur mal-être de cette manière-là. Et pour elles, c'est une manière de vider leur esprit des images noires et de le mettre dans quelque chose de concret. Et que c'est étonnamment souvent des gens qui ont la chance d'avoir des biens, ce qui était le cas de mon père qui n'était pas à la rue, qui avait cette chance-là d'avoir un appartement, une jolie voiture, et que les personnes qui ont peu d'argent sont très souvent extrêmement soignées, et que lorsqu'on a un patrimoine et qu'on a des difficultés à gérer sa vie, eh bien, c'est un peu trop de choses à gérer et on se laisse aller. Je vais le voir quasiment tous les jours. Il est un peu effrayé, il me regarde avec justement un sort de regard d'enfant, avec une vérité, quoi. Derrière le physique d'adulte, il y a un enfant qui se cache encore. Il est un peu terrifié parce qu'il a peur de me perdre, il a peur de décevoir ma mère. Il est hyper étonné de recevoir autant d'amour, il est super touché, il est tout le temps en train de nous dire « Merci, merci ». Il est tellement touché qu'on puisse continuer à l'aimer et que notre amour soit renforcé par cette vérité qui se montre tout perdu, quoi. Waouh, trop d'amour d'un coup, les gars, calmez-vous. Un jour, je le surprends et je lui amène un bouquet de fleurs. Et il écarquille les yeux, il est en mode « Oh, bah... » Je fais « Bah oui, papa, c'est pas parce que t'es un homme que t'as pas droit à des fleurs, enfin, on n'est plus en 1900. » Il me dit de le mettre dans un vase et il me dit « Non, non, mets-le bien dans mon axe, comme ça je pourrai le voir toute la journée. » Et le soir, je reçois une photo de lui, une photo du vase, et il fait « Regarde, t'as vu, comme ça je pense à toi et puis t'es avec moi toute la journée dans la chambre. » Et c'est des échanges en toute simplicité, mais waouh, à chaque fois on repart avec quelque chose. Il y a un soir où, par exemple, mon père est fatigué, à chaque fois il me fait un petit signe, il fait « Parle-moi de ta vie. » Et puis évidemment, ma vie à ce moment-là, elle se résume qu'à mon père, à envoyer des SMS et passer des coups de fil à des proches. Mais j'ai clairement plus vraiment de vie sociale, tout est entre parenthèses. Et ça, je peux pas lui dire « Papa, je me consacre qu'à toi ». Il est tellement en culpabilité de nous avoir fait subir toutes ces épreuves-là que je pourrais pas me permettre de lui dire ça. Donc du coup, de temps en temps, je lui parle de mon travail ou un soir, je lui chante une chanson qu'il aime beaucoup, je lui montre des vidéos rigolotes, je lui lance des blagues un peu vaseuses, mais en mode Hey papa, tu peux pas faire, je suis ton père !» Voilà, ça lui fait rire 5 minutes et puis ça égaye un petit peu. Quand il rigole, il peut pas faire de bruit, alors il hausse les épaules en plissant les yeux, il fait des ho 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 comme ça. C'est tout mignon. Et puis, bien sûr, on se lâche pas la main, on se la serre super fort. Et puis, il peut pas vraiment me serrer dans ses bras parce qu'il a pas trop de force, mais il tend la main et il me touche le bout du nez comme ça, tout mignon. Et voilà, on a des échanges hyper simples comme ça, mais
il y a une connexion, il y a quelque chose de différent encore. Voilà, ça nous met du baume au cœur et puis je repars. J'ai le cœur lourd et à la fois un peu plus léger à chaque fois parce que il y a quelque chose vraiment qui se passe entre lui et moi. Ça dure depuis 3 mois. Et puis ma mère reçoit un coup de fil. Il est 9h et quelques. Mon père s'est éteint. Et elle a cette chance-là, c'est que pour une fois, elle est pas seule. Moi, je suis avec ma tante, je suis pas seule non plus. Il fait beau jour là et c'est une matinée calme et douce et zen. Ma mère arrive, elle me dit de m'asseoir et elle dit « Ma petite chérie, papa est parti ». J'ai presque la sensation qu'une boucle est bouclée et que je peux faire ma vie en sachant que j'ai été aimée, que j'ai rendu mon père fier. Moi, j'ai pu prouver à mon père à quel point je l'aimais. Et lui, il a pu partir apaisé en recevant cet amour. Et ça, pour moi, c'est une chance. Et que tout ce qu'on avait à s'offrir, on a essayé tant bien que mal de le faire. C'était une histoire signée Alexandre Moniol, la musique a été composée par Maxime Daoud, et l'immuable Jean-Baptiste Aubonnet a fait le mix. Nous vous souhaitons un très bel été, plein de podcasts dans vos oreilles, et vous trouverez d'ailleurs une liste de conseils d'écoute sur le site de Slate. À très vite. Ce podcast vous a été présenté par Audible.fr. Vous aimez les podcasts ? Vous allez adorer les livres audio. Cet été, plongez dans de nouvelles histoires avec l'application Audible. Que vous soyez polar, romance ou coaching, écoutez vos livres audio les pieds dans l'eau. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate. Pour atteindre l'appartement, ma mère rentre par le balcon. Moi, je suis chez moi à ce moment-là. Donc, elle passe d'un balcon à l'autre en mode MacGyver. Elle casse la vitre comme dans les films. Elle rentre. Et là, mais alors, les bras lui tombent. Là, c'est le choc. Moi, je suis chez moi pendant que ma mère rentre dans l'appartement et j'attends de ses nouvelles et je reçois un SMS de ma mère. Je l'ouvre et ça me dit « Ma petite chérie, écoute, faut que tu te prépares. L'appartement de papa va être extrêmement déstabilisant pour toi. Prépare-toi, mais je t'attends. » J'arrive devant l'appart, la porte de l'appartement est ouverte, donc j'ai juste qu'à la pousser. Et là, la première chose qui me prend, c'est pas quelque chose que je vois, c'est quelque chose que je sens. Ça sent le tabac froid de façon violente. C'est une sorte de claque qui m'arrive sur la gueule. J'entrouvre la porte et là, je commence à voir un amoncellement de sacs posés par terre dans l'entrée. Une entrée tout en longueur, si bien que j'ai du mal à passer et sur le coup je me dis maman a dû rassembler des affaires et elle a tout mis dans l'entrée quoi. Et là je comprends qu'en fait c'est la situation permanente. J'arrive dans le salon et il y a presque plus d'espace pour mettre ses pieds. Il y a d'abord cette vision d'une planche à repasser avec énormément de vêtements dessus, mais aussi des papiers, des magazines, une assiette avec une fourchette à l'intérieur. Et puis sur le canapé est recouvert de livres, les fauteuils aussi. Il n'y a rien pour s'asseoir dans cette pièce-là. Tout est par terre et tout est n'importe quoi en fait. Des choses qui ne devraient pas être à leur place. Il y a un vase, il y a des livres, il y a des fringues, il y a des prospectus partout, à perte de vue. Il y a une vitre cassée avec un bout de carton pour la réparer. Ma mère a les yeux rouges, elle me dit « Écoute, je suis arrivée, j'avais l'image de l'appartement que j'avais quitté, un appartement qu'on avait décoré ensemble, que j'avais décoré surtout moi, j'avais essayé d'y mettre du cœur.
Et ça me crève le cœur de voir ça, et surtout ça me crève le cœur de voir que papa a pu vivre dans ces conditions-là. Sur la table, enfin ce qui reste de table, parce qu'on ne voit rien, il y a une sorte de montagne de courriers, et la particularité, c'est que ce sont que des courriers fermés. On prend tout, on embarque tout et on part vite parce que il y a une frontière qui est invisible entre nous deux. On s'aime énormément, on est très complices, mais le fait qu'il me laisse pas le voir dans les moments où il est juste hyper relax, hyper détente, complètement lui-même en fait, parce que son appartement, c'est son jardin secret. Et si on me laisse pas rentrer là-dedans, j'ai l'impression que qu'on m'aime pas assez pour m'offrir la totalité de ce que l'on est. Début 2012, au moment des vacances de février, quelque chose comme ça, à ce moment-là, avec papa, on se voit plusieurs fois par semaine. On est super proches et lorsqu'on se voit pas, on s'envoie des textos, des conneries, des articles sur le web. T'as pas regardé tel truc et tout. Et puis du jour au lendemain, j'ai plus de réponse, ni à mes SMS, ni à mes coups de téléphone, ni à mes emails. Je commence à m'inquiéter évidemment. Ça dure 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ok, toujours pas de nouvelles de lui. Moi, ça fait des années que je suis pas retournée dans son appartement. J'ai même plus le code de la porte d'entrée en bas. Donc j'ai aucun moyen de le contacter autre que les réseaux sociaux. Je vais jusqu'à un samedi après-midi où je me dis ok, je vais me mettre devant sa porte et puis je vais attendre. Sauf que on n'est pas en juin, je commence à avoir super froid. Je vois les gens qui défilent et puis lui, il est toujours pas là et je me sens humiliée d'en arriver à ce stade-là et je me dis ok, c'est bon, il va pas me contacter, et j'arrête de le contacter de mon côté, je fais ma vie. Et puis 1 mois et demi après, ou voire 2 mois même, boum, coup de téléphone, papa. Je réponds et j'explose en sanglots alors que j'avais réussi à tout contenir. Papa, mais pourquoi? Et lui a une voix tout penaud de son côté, vraiment le petit enfant de 9 ans qui est mis au coin et qui me dit « Est-ce que ça te dirait qu'on se retrouve dans un café et qu'on en parle ?» Le rendez-vous est pris, on se met à la terrasse d'un café et évidemment, dès que je le vois arriver, la moitié de ma colère s'est dissipée. Je fais genre pour la forme, j'essaye de serrer un peu les lèvres, mais enfin voilà, j'ai retrouvé mon père. Je suis tellement soulagée qu'il ne soit pas en colère contre quelque chose que j'aurais fait ou que j'aurais pas bien compris. Je me suis tellement remise en cause que voilà, ça me rassure de le voir là devant moi, assis avec son petit ristretto, comme d'habitude. Et il me dit, écoute, j'ai eu de gros soucis professionnels et dans ces cas-là, moi, mon truc à moi, c'est de me replier sur ma coquille. Février 2015, ça fait, écoute, y avait plus de train, voilà, j'ai pas réussi à monter dans un train, j'arrive demain. Et c'est comme ça tout le temps à ce moment-là. Sa mécanique, c'est toujours d'arriver le lendemain. Il n'est pas capable d'arriver le jour même. Sorte de blocage, il arrive toujours le lendemain. C'est comme ça qu'on se retrouve quasiment chaque année à l'attendre le 24 au soir avec le truc un peu morbide de l'assiette et de la petite serviette en papier toute chiffonnée. Et puis il n'est pas là, il arrive forcément le 25. Alors qu'il promet d'être là avant le dîner et à l'ouverture des cadeaux. Moi, je pleure quasiment à chaque fois. Avec mon père, il y a beaucoup, beaucoup d'amour. Je suis fille unique. Je suis très choyée malgré tout. Mais il existe une sorte de barrière un peu invisible entre mon père et moi, qui est due au fait qu'on se voit très peu de fois dans l'année. Et je le sais, il m'aime énormément. Il parle de moi à tout le monde. Et c'est adorable quand j'entends les gens parler de ça. Oh là là, sa fille. Sauf que devant moi, il ne sait pas exprimer ça. Il est très pudique, il dit jamais je t'aime, il me prend pas dans ses bras. Et donc on reste un peu sur ces rendez-vous manqués entre un papa qui se déplace peu de fois par an, qui voit sa fille et puis qui repart. Mon père est quelqu'un qui retient l'attention. On le voit arriver.
C'est quelqu'un qui fait énormément rire, il a une finesse d'esprit qui est géniale et donc c'est le genre de personne avec qui on a envie d'être pote. Il a vraiment un aura. Il est toujours très apprêté. Je me souviens très bien, ses polos, ses Fred Perry, ses costumes, ses Saint-Laurent, ses chaussures, c'est toujours avec des embauchoirs. Il a toujours une jolie montre, sauf qu'au fur et à mesure des années, alors qu'il devrait aller chez le dentiste, un peu comme tout le monde, pour faire son petit détartrage une fois par an, eh bien, il n'y va pas. Ma mère, lorsqu'ils étaient encore ensemble, lui disait « Mais Philippe, soigne-toi !» Il avait des rages de dents, il galérait, il avait la joue gonflée avec le petit ruban là en forme œuf de Pâques. Sauf qu'il faisait rien. Non, ça passera avec le Doliprane, ça passera avec l'ibuprofène. Évidemment, ce qui devait se passer arrive progressivement, c'est qu'il perd ses dents, ses super bonnes dents. Et lorsque j'ai 15 ou 16 ans, il a plus déjà que la moitié de sa dentition. Et puis un jour, je suis en ville et je vois ma copine Margot et je la croise, je suis avec mon père. Et c'est terrifiant, mais je me souviens me mettre derrière Margot et lui faire de grands signes en lui disant « Ferme la bouche quand tu parles, ferme la bouche ». Ça me fait de la peine qu'on voit mon père de cette manière-là. Entre un père et sa fille, comment peut-il perdurer au-delà des mensonges et malgré les silences ? Voici l'histoire de Pauline. C'est Alexandre Moniol qui est allé la rencontrer. Je grandis avec mon père et ma mère jusqu'à mes 5 ans. Lorsque ma maman m'annonce qu'on va partir au bord de la mer, s'installer chez ma grand-mère, qui a une maison là-bas. Et moi, je comprends pas bien sur le coup qu'ils se séparent. Je me dis juste, trop cool, au bord de l'eau, trop bien, je vais me faire des copains, je vais faire de la voile, enfin, ça va être trop cool. On est en 2000, j'ai 9 ans, j'ai papa au téléphone, j'ai hâte qu'il arrive et il devait arriver depuis environ 1 heure ou 2, il est toujours pas là. Et donc je l'ai un peu fébrile au téléphone parce que moi, je m'attends à ce qu'il arrive d'une minute à l'autre et que quand on a cet âge-là, eh bien, on comprend pas vraiment les distances. Lui, il habite à Paris, moi maintenant, je suis à Nantes, donc 2 heures de train. Et il me dit, j'ai pris mon billet, mais je pense qu'en fait, je vais prendre le train suivant. Et moi, je lui fais confiance, alors j'attends, et puis 2 heures après, on est devant la gare, et puis il est toujours pas là, et on n'a pas de smartphone à ce moment-là. Donc je rentre avec maman en voiture, je suis toute déçue. Et puis j'essaye de rappeler papa, et il répond pas. Il répond plus tard dans la soirée, alors que moi, je suis dans ma chambre, et ma mère me relate le coup de téléphone. Il lui dit, écoute, il y avait plus de train, voilà, j'ai pas réussi à monter dans un train, j'arrive demain. Et c'est comme ça tout le temps à ce moment-là. Sa mécanique, c'est toujours d'arriver le lendemain. Il n'est pas capable d'arriver le jour même. Sorte de blocage, il arrive toujours le lendemain. C'est comme ça qu'on se retrouve quasiment chaque année à l'attendre le 24 au soir avec le truc un peu morbide de l'assiette et de la petite serviette en papier toute chiffonnée. Et puis il n'est pas là, il arrive forcément le 25. Alors qu'il promet d'être là avant le dîner et à l'ouverture des cadeaux. Moi, je pleure quasiment à chaque fois. Avec mon père, il y a beaucoup d'amour. Je suis fille unique. Je suis très choyée malgré tout. Mais il existe une sorte de barrière un peu invisible entre mon père et moi, qui est due au fait qu'on se voit très peu de fois dans l'année. Et je le sais, il m'aime énormément. Il parle de moi à tout le monde. C'est adorable quand j'entends les gens parler de ça, oh là là, sa fille, sauf que devant moi, il ne sait pas exprimer ça. Il est très pudique, il dit jamais je t'aime, je suis de mon père. On est hyper content de se retrouver, d'être enfin dans la même ville, parce que ça fait depuis l'âge de 5 ans que moi, j'ai pas été dans la même ville que mon père. Et donc à ce moment-là, j'habite dans une toute petite chambre de bonne au 5e étage. Dans mes souvenirs, il y a 10 mètres carrés. À l'intérieur, il y a mes toilettes, une douche, ce qui fait qu'il me reste 8 mètres carrés habitables. Et je dors en mezzanine. L'été, c'est horriblement chaud.
Et l'été de 2011, je sais pas si vous vous souvenez, mais alors la canicule est particulièrement hardcore. Je me souviens de 36, 37 degrés. Et moi, je suis littéralement en train de fondre au 5e étage. Et mon père part une semaine faire du sport au bord de la mer et je lui dis « Ah, mais trop cool, papa, s'il te plaît, passe-moi tes clés, que je puisse un petit peu me reposer chez toi ou du moins me rafraîchir parce que moi, j'en peux plus, mon Dieu, je suis sur ma mezzanine. J'en peux plus, il fait trop chaud. Et il commence à me dire « Oh non, mais tu sais, c'est plein sud, hein, l'appartement, c'est horrible aussi pour moi, il fait hyper chaud. Non, t'es mieux dans ton appartement. » Moi, ça me semble aberrant puisque l'appart de papa fait 54 mètres carrés. Donc, j'essaie de creuser. Je lui dis, bah, écoute, au pire, j'ouvre les fenêtres, quoi. Mais enfin, même les fenêtres ouvertes, ton appartement, papa, il est clairement mieux que le mien, malgré tout. Non, mais tu sais, c'est compliqué. En ce moment, il y a des travaux à côté. Il y a du bruit en permanence. Écoute, non, vraiment, je sais mieux que toi. Tu seras pas bien. Tu es mieux dans ton appartement. Et je suis vexée et puis je suis heurtée aussi je suis sa fille et il veut même pas me passer les clés de son appartement, mais pourquoi? Et donc j'essaye de creuser et de le foutre dans ses retranchements parce que papa, à chaque fois, il a un super contre-exemple et une super explication plausible et je détruis une à une toutes ces explications. Et puis à un moment, j'entends sa voix, une sorte de vérité, une voix de cave qui sort et je l'entends murmurer au téléphone. Écoute, je peux pas. Voilà, je peux pas. Il y a une frontière qui est invisible entre nous deux. On s'aime énormément, on est très complices. Mais le fait qu'il me laisse pas le voir dans les moments où il est juste hyper relax, hyper détente, complètement lui-même en fait, parce que son appartement, c'est son jardin secret. Et si on me laisse pas rentrer là-dedans, j'ai l'impression que qu'on m'aime pas assez pour m'offrir la totalité de ce que l'on est. Début 2012, au moment des vacances de février, quelque chose comme ça, à ce moment-là, avec papa, on se voit plusieurs fois par semaine. Il est 9h, je pars au travail, je suis au métro Passy et je reçois un coup de téléphone d'un numéro que je ne connais pas. Et je réponds jamais aux numéros que je connais pas parce qu'à chaque fois, c'est des gens qui se gourent ou c'est des numéros surtaxés et ça m'agace. Sauf que cette fois-ci, au deuxième coup de fil, j'ai un sort de pressentiment vraiment bizarre. Je sens qu'il faut que je décroche. Je décroche. Et là, j'entends la voix d'une femme à l'hôpital qui me dit « Madame Grisoni, votre père est arrivé à l'hôpital. Il ne veut pas se faire opérer. S'il ne se fait pas opérer, Madame Grisoni, il ne va pas se réveiller. Vous comprenez, il ne va pas se réveiller. S'il vous plaît, parlez-lui, il faut lui faire changer d'avis. » Moi, j'explose en sanglots, c'est la panique, c'est le cœur qui bat la chamade. J'ai l'impression que je vais faire un malaise vagal. Et j'entends à l'autre bout du fil quelqu'un qui s'étouffe, c'est effroyable. Et je pleure et je fais « Papa, je t'aime, pitié, fais-toi opérer. Pour nous, on t'aime, on est là, on te lâche pas, mais s'il te plaît, fais-le pour nous. » Je descends du métro, j'arrive dans la rue, je suis complètement hagarde. J'ai l'impression que c'est une scène de film, tout le monde me regarde, je suis en train de hoqueter, personne ne vient me voir, genre mademoiselle, est-ce que je peux vous aider? Besoin d'un mouchoir? Vous voulez qu'on s'assied? Mais non, les gens me regardent juste bizarre et tout le monde s'écarte un peu de moi. Et puis, parce qu'on est encore une fois dans une scène de film, il commence à pleuvoir à torrent. Moi, j'ai pas de parapluie, donc j'essaye de m'abriter à côté du Porsche, le Porsche qui a l'air le plus confortable. Je me commande un Uber et je m'assieds là en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Quand j'arrive à Saint-Antoine, à Paris, pour ceux qui connaissent, c'est la première fois que je mets les pieds dans un hôpital depuis peut-être que j'ai 14 ans et que je suis allée voir ma mamie. Voilà. On me conseille de prendre tel ascenseur.
et de descendre au -3. Et ça ressemble à une cave ou un parking un peu lugubre, un parking qui n'aurait pas encore été refait et qui n'a pas encore la petite musique classique pour mettre l'ambiance. C'est hyper glauque. Il y a des tuyaux qui sortent des murs, il y a des signalisations, ouais, vraiment comme dans un parking, quoi. J'arrive devant une salle et c'est la salle de réanimation. Et là, un médecin m'interpelle et fait Mademoiselle Grisoni ? Fringues, il y a des prospectus partout, à perte de vue. Il y a une vitre cassée avec un bout de carton pour la réparer. Ma mère a les yeux rouges, elle me dit écoute, je suis arrivée, j'avais l'image de l'appartement que j'avais quitté, un appartement qu'on avait décoré ensemble, que j'avais décoré surtout moi, j'avais essayé d'y mettre du cœur. Et ça me crève le cœur de voir ça, et surtout ça me crève le cœur de voir que papa a pu vivre dans ces conditions-là. Sur la table, ce qui reste de table, parce qu'on ne voit rien, il y a une sorte de montagne de courriers, et la particularité, c'est que ce sont que des courriers fermés. On prend tout, on embarque tout, et on part vite, parce que c'est oppressant comme endroit, et waouh, j'ai les larmes qui montent, et puis l'évidence, en fait. Et c'est tellement violent que sur le coup, c'est un peu le même principe qu'un immeuble. Vous savez qu'on dynamite, là, on met de la dynamite à la base de l'immeuble et puis tout s'écroule. Quand je découvre ça, je reviens à l'hôpital le lendemain et sincèrement, ça peut paraître fou, mais je suis soulagée. Je t'en veux plus, papa, je comprends, je comprends que tu ne me laissais pas rentrer, pas parce que tu m'aimais pas assez pour t'intégrer à cette partie-là de ta vie. Tu m'aimais trop, en fait, et t'avais peur de me perdre en me disant la totale vérité. Et maintenant que je sais tout, mais j'ai encore plus envie de t'aimer parce que c'est touchant de voir les faiblesses des gens aussi. C'est ça le vrai amour, c'est voir les faiblesses de l'autre et aimer la personne malgré tout. On est allé voir le notaire. Il nous explique qu'en fait, il existe un syndrome, si ce n'est une maladie, qui s'appelle la silogomanie, je crois que je prononce bien. Et c'est le principe de personnes qui accumulent, qui ont du mal à jeter, qui ont du mal à faire de l'espace dans leur intérieur parce qu'elles déversent une partie de leur mal-être de cette manière-là. Et pour elles, c'est une manière de vider leur esprit des images noires et de le mettre dans quelque chose de concret. Et que c'est étonnamment souvent des gens qui ont la chance d'avoir des biens, ce qui était le cas de mon père qui n'était pas à la rue, qui avait cette chance-là d'avoir un appartement, une jolie voiture. Et que les personnes qui ont peu d'argent sont très souvent extrêmement soignées et que lorsqu'on a un patrimoine et qu'on a des